bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. D'utile. Donc en fait, moi j'ai un passé de coureur assez étoffé puisque j'ai commencé jeune par la planche à voile olympique, puisque j'ai fait partie de l'équipe de France, en tout cas de cette série olympique entre 93 et les années 2000. Donc, j'ai fait 2 préparations olympiques en planche à voile olympique entre les Jeux d'Atlanta 96 et Sydney en 2000. Donc voilà, beaucoup de régates internationales pendant cette période-là. Et après cette période en tout cas de voile olympique, j'ai participé à la mini transat, donc virage à 90 degrés en voile toujours, mais j'ai participé à la mini transat en 2003, où malheureusement j'ai abandonné pendant la deuxième étape puisque j'ai dématé entre les Canaries et le Cap-Vert alors que j'étais en tête. Et après, donc s'en est suivi en fait 10 saisons complètes à la suite donc sur la série donc Figaro à l'époque, couronné de victoires d'étapes puisque pendant ces années-là j'ai gagné plusieurs étapes, donc 4 étapes au total, et puis j'ai eu la chance de finir sur le podium de 3 éditions consécutives entre 2007, 2008, 2009 où j'ai fait une fois deuxième et 2 fois troisième. Sur des courses à l'époque qui étaient bien disputées où on se battait avec des Armel Leclerc, des Yann Eliès, des Mich Dej. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, j'ai toujours travaillé en fait, puisque j'étais semi-amateur, semi-pro pendant ces années de Figaro, puisque je travaillais à côté dans un cabinet d'expertise pour les compagnies d'assurance. Donc c'était pas mon métier de faire la course au large, mais je participais tous les ans à la Solitaire du Figaro comme amateur averti, avec les résultats qui ont été assez sympas. Et donc en fait ma carrière de figariste elle s'est arrêtée en 2013, en tout cas concrètement parlant, et j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité en 2016. Donc après, pendant ces années là, 2013, 2016, j'ai navigué pas mal en Formule 18 et aussi en Diam 24 à l'époque, puisque j'ai participé au Tour de France à l'époque à la voile en 2015. On avait fait 4e avec le team Grandeur Nature à l'époque. Et beaucoup de F18 à l'époque, champion de France 2 fois, et puis un peu de Flying Phantom aussi entre ce temps-là. Tu me disais tout à l'heure que tu as commencé, et d'ailleurs c'est sur ton, parce que j'ai un peu regardé sur internet, sur ton profil Wikipédia, ta biographie a marqué activité véliplanchiste. Donc c'est comme ça que tu as découvert la voile. C'est par d'abord la planche à voile. Non, j'ai fait un petit passage, comme beaucoup d'autres, en optimiste quand même au tout départ, mais de façon très très avec une pratique plutôt loisir, où j'ai jamais trop fait de régate. En tous les cas, mes premiers bords, c'est vraiment sur un optimiste familial. J'ai baigné assez vite, dans le milieu de la voile, puisque mon père avait un bateau de croisière depuis notre plus jeune âge, donc un joli bateau en bois, avec vraiment une pratique un peu rude de la voile, mais ça nous a en tout cas bien formé. Et puis après, vers 10-11 ans, le virus de la planche à voile m'a pris, puisque c'était vraiment un peu le plein essor de la planche à voile à l'époque, donc c'est vrai que cette passion de la planche m'a animé pendant des années, jusqu'à quasiment ce que j'arrête ma carrière
en tant que planchiste de haut niveau. Et d'ailleurs, j'en fais encore souvent, mais plutôt en pratique loisir dans les vagues. J'ai grandi entre la Bretagne et la Normandie. En fait, maison de vacances en Bretagne, bateau basé en Bretagne, dans la baie de Saint-Brieuc, plus précisément. Par contre, on était domicilié d'abord jusqu'à mes 10-11 ans à Granville, donc quand même une belle ville pour faire de la voile. Et après, on a déménagé à Caen, voilà, pour des raisons familiales et professionnelles, pour mes parents. Mais voilà, c'est à Caen aussi que j'ai été bien encadré par un club à l'époque qui était très dynamique en planche à voile, qui s'appelait le Win 14, qui était à Ouistreham. Voilà, on était une superbe équipe, avec à l'époque pas mal de champions issus de ce club-là. Et c'est vraiment à l'âge de 14 ans que j'ai commencé à faire mes premières régates en planche à voile. Et après, l'ascension a été assez vite, puisque j'ai fait partie des meilleurs jeunes à l'époque, sur les supports qu'il pouvait y avoir. Et puis à l'âge de 18-9 ans, j'ai intégré l'équipe de France de voile olympique. Donc voilà, avec une carrière bien remplie, quelques titres sur des championnats du monde notamment, etc. Non, une carrière de baby planchiste bien remplie, et puis vraiment des années fantastiques où remplies de voyages, de découvertes. Ouais, c'est ça. T'as beaucoup voyagé à l'étranger? Ouais. Ben, disons que la voile olympique, ça permettait, déjà mon premier championnat de France jeune, on est parti, je me souviens, c'était aux Saintes, c'était à l'âge de 15 ans, donc je faisais partie des sélectionnés, partis avec nos bagages, nos planches à voile dans l'avion à 15 ans, donc aux Saintes, donc c'était aux Antilles, donc c'était en France, mais déjà super voyage de rêve, voilà, des tout jeunes. Et puis après, premier championnat du monde jeune, je me souviens, c'était en Argentine, donc encore un super voyage à l'âge de 16 ans, donc vraiment une vraie découverte, en tout cas du monde entier, par ce support-là. Donc des vrais souvenirs, outre le fait qu'il y avait la partie sportive, mais aussi l'aspect vraiment aventure, découverte de pays vraiment très très chouettes. Voilà, donc très très jeune, ça forge en tout cas des vraies qualités d'aventurier, quoi. Ouais. Et du coup, c'était, j'imagine, toujours un peu les mêmes personnes, les mêmes compétiteurs que tu rencontrais. Donc, c'était une espèce de petite communauté. Ouais, une vraie famille, une vraie communauté aussi. Pas que des planchistes, parce que quand on a avancé un tout petit peu en tout cas dans ce qui concerne la voile olympique, on se retrouvait souvent sur des semaines, ce qu'on appelle les semaines pré-olympiques, qui rassemblaient en fait tous les supports de la voile olympique, le 4-7, le fin à l'époque, le tornado à l'époque. Après c'est passé sur d'autres supports, mais le laser, etc. Donc en fait, il y avait ces semaines pré-olympiques qui rassemblaient des multi-supports, où on se retrouvait avec tous les compétiteurs de chaque série du monde entier. Donc en effet, ça faisait du monde. Donc une culture de la voile, pas que véliplanchiste, vraiment très ouverte aussi sur d'autres supports, parce que quand on fait une semaine pré-olympique, évidemment, on s'intéresse aux résultats des autres, on regarde ce qui se passe aussi dans les autres séries, etc. Donc vraiment une culture de la voile vraiment très très ouverte, quoi. Et du coup, est-ce que c'était partage, ou on est vraiment dans la compétition et on garde ses petits secrets, ses petites techniques, où il y avait quand même une notion de... Alors c'est tout le paradoxe entre justement sur la partie voile, puisque on sait que quand on décide en tout cas de préparer les jeux, malheureusement il y a qu'un seul représentant par nation. Donc quand on est dans une série comme la planche à voile à l'époque, où on était entre 6 et 8 membres de l'équipe de France, et qu'il y a souvent des championnats, par exemple des championnats du monde, où en gros les 10 premières places elles étaient occupées par 8 Français.
C'est vrai que c'est raide parce que on sait qu'à la fin, il y en aura qu'un seul qui partira au jeu. Ah, ok. Donc, quand on est dans une série avec un vrai dynamisme dans une nation comme nous, ça l'était en France, et c'est encore le cas d'ailleurs en planche, il y a souvent une grosse bataille pour se sélectionner. C'est tout le paradoxe entre partager les entraînements avec les collègues pour progresser entre nous, et à un moment donné aussi être capable de faire la différence par rapport à ses concurrents qui sont aussi des Français. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce travail à la fois d'équipe, parce que c'est important, sinon on ne progresse pas, mais à la fois cette capacité à être meilleur que les autres à un moment donné pendant les sélections qui vont sélectionner en tout cas le sélectionné olympique. Donc le Koh-Lanta de la planche à voile, en gros. ah bah ouais, complètement. Donc, mais quelles que soient les séries, c'est un peu la même chose, hein, que ce soit en 470 ou en Tornado, etc. Souvent, toutes les nations doivent sélectionner leurs sélectionnés, et il peut y avoir des nations qui sont très très fortes dans une série où il y a beaucoup de masse, et à la fin il y en a qu'un seul qui part. Donc c'est ça qui est un petit peu dur, c'est qu'on consacre quasiment 3 ou 4 années de sa vie pour aller jusqu'au jeu. C'est le but ultime. En tout cas, dans mon cas, on peut être meilleur l'année d'avant des jeux, être quasiment voilà, le meilleur de la nation, et puis l'année des jeux pas se sélectionner. Ça a été mon cas, parce que pour Atlanta, je me suis pas sélectionné, j'ai fait deuxième de la sélection française, et pour Sydney, du coup j'ai fait un peu plus loin. Mais en tous les cas, voilà, c'est le jeu, on sait à quoi on est confronté. Donc évidemment, il y a toutes ces années de préparation, et puis le fait d'être forcément très déçu quand on n'est pas sélectionné pour l'objectif qu'on s'était fixé. Bien sûr, j'imagine, ouais, puisque c'est Mais, tous les 4 ans en plus. Exactement, mais il y a aussi cette satisfaction, outre le fait qu'on se sélectionne pas, mais on connaît les règles du jeu, donc il y en a qu'un seul qui part. Justement, d'avoir amené la nation à un très bon niveau, donc ce travail d'équipe qui font qu'aussi la nation elle est forte. Chacun aide l'autre à monter, quoi. Exactement, et c'est ce qui fait que le niveau monte dans une nation. Et évidemment, il y a cette sélection finale, mais il y a ce travail d'équipe qui fait que on en retire aussi une satisfaction, et puis une éducation qui est quand même géniale, parce que on cette éducation de travailler en équipe, travailler en groupe, de faire monter un groupe, et on retrouve aujourd'hui ces notions-là dans la vie de l'entreprise. Donc c'est quand même très intéressant. Et du coup, est-ce que comment s'est fait le switch entre ce qu'on va dire voile légère, planche à voile, vers la course au large? Ouais, donc en fait, moi quand j'ai arrêté la planche en 2000, j'avais 25 ans. C'est vrai que c'est jeune pour une carrière de planchiste en tout cas, mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, c'est malheureusement un support dans lequel on peut pas gagner sa vie. Donc il fallait un petit peu assurer ses arrières en tout cas. Donc j'ai eu la chance moi de pouvoir accéder par le biais des études aussi que j'avais fait en parallèle, donc à une boîte qui m'a recruté après les jeux, et qui m'a aussi encadré. Cette boîte-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est venue me chercher aussi pour mes talents de compétiteur. Donc il y avait le bagage d'un côté, et puis les talents de compétiteur qui fait que ça a attiré en tout cas cet employeur-là. Donc en tout cas, le fait de faire du sport et du sport à haut niveau, ça attire toujours en tout cas une catégorie de boîtes, parce que on a cette caractéristique d'être débattant. Comme les militaires, hein, c'est un peu pareil. Les militaires aussi ont une très bonne presse dans les boîtes. Ouais. Donc en tout cas, le sport de haut niveau, c'est jamais la rigueur. Exactement, c'est jamais du temps de perdu, même pour la suite. Et donc en fait, c'est vrai que moi j'ai toujours été passionné, donc en tout cas aussi par cette ouverture d'esprit qu'on avait sur les séries olympiques, où on voyait les autres naviguer en bateau, etc. Donc voilà. Et en fait, bizarrement, j'ai toujours été passionné par cette fameuse Solitaire du Figaro, que je suivais déjà depuis tout petit. Parce que tous les étés à la radio, ça passait à la radio. Il y avait souvent des étapes aussi en Bretagne Nord, donc qui passaient à Saint-Quay-Portrieux, etc. Donc j'ai grandi un peu avec ça, et je m'étais tout le temps dit quand j'étais petit, tiens, un jour je ferai cette course-là. Et donc quand j'ai raccroché la planche à voile, je me suis dit tiens, pour accéder peut-être un jour à ça, la solution, c'est de passer par le stade un peu initial, qui est peut-être la mini transat, voilà, où je me suis dit,
on va déjà essayer de faire passer par ce tremplin-là. Et donc j'ai préparé la Mini Transat entre 2002 et 2003 à l'époque sur un prototype. Et donc ça m'a fait rentrer en tout cas dans ce milieu de la course au large. Et à l'époque, mon partenaire qui s'appelait la société Olmer, qui est une société qui faisait des cirés à l'époque, qui me parrainait sur le projet Mini. Comme on avait fait des belles courses en avant-saison avec des victoires, etc. M'avait dit, écoute, si tu veux l'année prochaine, si t'es motivé, on a envie de continuer. Donc, qu'est-ce qui te plairait? J'aurais dit de faire la solitaire du Figaro. Et donc, on a embrayé dès 2004 sur la solitaire du Figaro. Donc voilà, c'est passé très très vite avec une opportunité de partenaire qui m'a suivi du Mini jusqu'à un autre support. Mais c'est souvent le cas en fait. On trouve un partenaire pour faire la Mini, et souvent quand ça se passe bien et qu'on entretient bien ce lien avec le partenaire, il décide d'aller plus loin, plus haut. Et c'est ce qu'on a fait avec Olmer à l'époque. Et s'en est suivi de belles années avec une progression linéaire et assez rapide. Mais cette progression, elle était certainement due à mon passé de voile olympique. Ouais, j'imagine, effectivement. Et du coup, ce partenariat là pour la partie mise en, tu parlais de prototype, c'est-à-dire que tu as construit le bateau? Non, alors c'est un bateau que j'avais racheté, moi, un propriétaire qui l'avait construit, parce que j'étais pas armé, et puis je bossais déjà à côté, donc j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de la construction d'un bateau. Mais par contre, c'était un bateau qui était assez récent, c'était un plan Magnin, Sébastien Magnin, qui l'avait dessiné, et qui avait pas été en tout cas bien préparé ou bien exploité par le proprio qui l'avait construit. Et moi, je m'étais dit, tiens, ce bateau-là, c'est un bateau qui a du potentiel. Et donc, je l'avais racheté à l'époque. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que pendant les 2 années de préparation, on a gagné quasiment tout sur le circuit Mini avec ce bateau-là. Non, sacrée aventure, cette Mini Transat. En tout cas, très formateur, très 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 chouette. Pareil, une vraie famille. La famille de la Mini, c'était quelque chose de très très sympa. Des belles découvertes, et puis ça, en tout cas, ça arme sur la partie course au large, ça c'est sûr. J'ai l'impression que c'est une porte d'entrée non seulement sur la solitaire, mais aussi sur le Vendée Globe, par exemple. Carrément, aujourd'hui, il y en a qui arrivent à passer du Mini aux classes 40 directement, voire même sur du 60 pieds. Je pense à Clarisse Clémer, par exemple, qui a fait une Mini Transat et qui est passée sur le Vendée Globe derrière. Donc c'est vrai que l'aventure Mini ouvre plein de portes et permet de se préparer. Voilà, c'est un peu l'entrée dans la course au large. Et dans ta carrière, je voulais te demander s'il y avait un fil rouge. Est-ce que c'est le solitaire, parce que tu es quasiment que en solo là sur entre déjà la planche à voile et puis derrière c'est alors, ça. Oui, non, en fait, il n'y a jamais eu Non, j'ai fait beaucoup de régates en équipage, Tour de France à la voile. Enfin voilà, j'ai participé plusieurs fois. Mais c'est vrai que pourquoi ça s'est un peu fini par faire beaucoup de solitaire. Je pense que déjà la solitaire de Figaro, c'est comme ça, elle se court en solitaire, donc on choisit pas. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis en effet, je pense que j'ai une bonne aptitude à naviguer en solitaire, et puis ce côté un peu hargneux que je peux avoir fait que je m'en sors souvent bien. Donc c'est pas une volonté au départ en tout cas, mais c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement. Même si j'adore naviguer en équipage, en double. Enfin, c'est quelque chose que j'affectionne. Oui, on reviendra sur la Transat Jacques Fabre. Là, ouais. Donc, il n'y a pas de volonté de ma part au départ de faire du solitaire, mais c'est vrai que cette course mythique qu'est la solitaire de Figaro, elle est en solitaire, donc ça fait que j'ai fait des années de solitaire. Ouais, je suis tombé sur une vidéo donc c'est plus Lumic, c'est pas Lumic. Société, c'est pas Lumic, pardon, ouais. Et avec ton ancien coéquipier, c'est Fred Moreau. Ah ouais. Donc j'ai regardé un peu la vidéo. Alors, pas du tempérament visiblement. Ah oui, peut-être. c'est pour donc voilà. Ok. Et entre donc
parce que là, avec la Transat dont on va commencer à parler, c'est du multicoque. Tu étais sur Ocean 50. Ouais, Du c'est ça. coup, tu as une préférence, toi, entre le monocoque ou le multicoque? Ou tu t'adaptes aux deux? Non, je trouve que, en tout cas, tout a en tout cas, un intérêt. Mhm. Bon, le multicoque, évidemment, ce côté grisant de naviguer des vitesses extraordinaires, c'est quand même des bateaux qui sont vraiment, en termes de sensations, assez fantastiques. En revanche, on a évidemment des superbes sensations. En revanche, sur un multicoque, on a un niveau de stress qui est relativement très élevé, Ah ouais, qui peut à certains moments même empêcher de prendre du plaisir. d'accord. Ce risque de chavirer, cette problématique Mhm. de chavirage sur un multicoque, elle est quand même assez élevée. Mhm. Donc, on est quand même dans un niveau de stress qui est quand même relativement élevé, qui peut à certains moments empêcher de prendre du plaisir. Alors que sur un monocoque, bah, évidemment, ça va moins vite, c'est un peu plus fastidieux, etc. Mais on n'a pas ce stress qu'on peut avoir dans le gros temps sur un multicoque. Donc là, en tout cas, à ses avantages. Multicoque dans les petits airs, dans le petit temps médium, c'est vraiment fantastique parce qu'on est tout de suite à des vitesses 20-25 nœuds et c'est vraiment génial de naviguer sur ces bateaux-là. Mhm. En revanche, dès qu'on a des conditions un peu plus corsées, le multicoque c'est hyper stressant parce qu'on a toujours la hantise de chavirer. Donc, Mhm. ce Mhm. côté stressant fait que voilà, on est quand même un peu limité dans le côté plaisir. D'accord, ok. Et les aptitudes, tu dirais, parce que moi, par exemple, je fais que du monocoque, passer sur un multicoque, ça demande une nouvelle formation. Enfin, est-ce que les aptitudes entre les deux sont très différentes? Ouais, c'est quand même différent de naviguer sur un multicoque. Donc déjà les angles Mhm. sont pas les mêmes que sur un monocoque. La façon de régler aussi les bateaux sont complètement différents parce qu'en Mhm. multicoque on va très très vite, donc on appelle on génère du vent apparent. C'est le vent en fait qu'on fait quand on accélère. Mhm. Donc la façon de régler les voiles, les vrillages de voiles, ils sont complètement différents d'un monocoque. Donc Mhm. c'est une autre approche en tous les cas. Et puis la façon de barrer aussi est un peu différente parce que en fait un multicoque, on va chercher à le faire monter sur une coque pour soulager la coque centrale et le côté au vent. Voilà, donc on va chercher à le faire gîter un tout petit peu pour Mhm. soulager la Mhm. coque Mhm. centrale. Ce qu'on va pas faire avec le. Alors qu'un monocoque, on essaie de le garder le plus à plat. Mhm. C'est voilà, c'est vraiment des techniques un peu différentes et des approches un peu différentes, mais en général, quelqu'un qui est très très bon en monocoque va vite s'adapter au multicoque et vice versa. Si on vient sur la Transat Jacques Vabre, comment s'est construit ce projet? Est-ce que c'est toi qui étais en lead sur le projet ou on t'a appelé? Comment ça s'est passé là, cette Non, histoire? non, bah déjà, c'était la deuxième fois qu'on participait à cette transat-là, puisque je l'avais déjà fait il y a 2 ans sur le même bateau avec Thibaut Rocher-le-Camus là, D'accord. qui est skipper de l'Ocean 50, donc solidaire en peloton, qui est en fait un bateau qui soutient une association en fait, qui soutient la sclérose en plaques. Donc en fait Thibaut, en fait il est venu me chercher pour co-skipper le bateau il y a 2 ans, voilà, sachant que avec Thibaut on se connaissait déjà depuis très longtemps puisque lui faisait à l'époque du catamaran et on se connaissait depuis tout jeune on faisait partie du même club à Saint-Brieuc. Et donc, il est venu me demander voilà, de skipper le trimaran il y a 2 ans sur la Jacques Vabre. On avait terminé deuxième il y a 2 ans. Et donc, en fait, on a décidé de refaire équipe pour la dernière. Où là, ça s'est bien passé, mais pas comme on aurait voulu au final. Mais en tout cas, non, non, moi j'étais co-skipper, donc vraiment là comme plutôt invité. Euh, et puis quand même une partie importante puisque c'est nous qui fabriquons les voiles du bateau, donc en qualité aussi de maître voilier et puis de capacité à faire améliorer les performances du bateau. Mhm. Euh, mais non, non, voilà, avec Thibaut, en tout cas, c'est un binôme qui fonctionne bien et
décidé de repartir avec moi sur cette édition, voilà, pour gagner du temps aussi, parce qu'on se connaissait bien. D'accord. Alors, comment ça se passe la stratégie? Est-ce qu'il y en avait un qui était plus sur la stratégie en fonction de la météo, etc. Comment vous aviez des rôles bien spécifiques? C'est ça. Thibaut, il était un peu plus. Alors même si sur un bateau comme ça, en fait, les quarts sont assez, en tout cas, bien segmentés. Grosso modo, on essaie de faire des quarts de 2 heures et de vraiment s'y tenir. Donc en fait, en gros, c'est du faux solo, hein, puisque en gros, quand il y en a un qui est dans son quart, il gère le bateau complètement de façon solitaire. Et en général, l'autre pendant ce temps-là, soit il fait un peu de météo, soit surtout il se repose. Parce que, il faut vraiment, en tout cas, le maître mot sur ces bateaux-là, c'est d'être, en tout cas, bien concentré. Donc, pour bien concentré, il faut être à la fois bien reposé. Donc, on essaie de vraiment s'accorder des vraies plages de repos qui sont assez intenses. Et en effet, donc, on avait un routeur à terre, puisque en tout cas les Océans 50 autorisent à avoir un routeur à terre, comme c'est des bateaux qui sont assez dangereux. On a l'assistance d'un routeur qui est autorisé. Et donc en fait, quand on prend son quart, le premier quart d'heure, on fait une transition entre ce qu'a vécu l'autre sur l'eau déjà, en termes de réglage, etc. Et puis on fait une petite transition aussi sur les choix stratégiques avec le routeur. Donc il y a un petit dialogue qui se fait rapidement. Et puis après l'autre il va se reposer. Donc voilà. Mais par contre c'est vraiment Thibaut qui avait un peu plus le choix de la décision sur la stratégie, sur les grands, en tout cas les grands axes de la stratégie. C'est lui qui faisait les choix. Après on en discutait, c'était concerté, etc. Mais en tout cas c'est lui qui avait un peu le lead là-dessus, parce que c'est lui le skipper du bateau. Et voilà, moi j'étais un peu plus là comme évidemment co-skipper, donc présent pendant mes quarts, etc. Mais voilà, sur la partie météo, c'est lui qui avait un peu plus le lead. Et du coup, est-ce que, j'imagine, sur certaines manœuvres, vous deviez être à deux dans des empannages ou des comme ça? Ouais. Donc en effet, quand le bateau nécessite de faire une manœuvre, en général, on le faisait à deux. Sauf quand les conditions le permettent et qu'on est sûr de pouvoir le faire tout seul sans réveiller l'autre, là on n'hésitait pas. Mais la plupart du temps, en fait, oui, c'est ça, les manœuvres se font à deux. Là, cette année, on a eu quand même des conditions particulièrement faciles entre le moment du départ, où très très peu de vent. Tout s'arrêtait en pointe de Bretagne pendant quelques heures, même j'ai vu, pas passer le courant, donc c'est quelque chose d'assez incroyable à cette époque de l'année. Et après, pendant toute la condition, toute la descente, en tout cas jusqu'au poteau noir, on a eu vraiment des conditions vraiment idéales pour naviguer, parce qu'on a tout fait au portant, donc des vents pas très très forts. Donc c'est vrai que physiquement cette année et techniquement, la Transat, elle était vraiment facile, quoi. D'accord. Et justement, c'était une de mes questions. Comment on se prépare à une Transat Jacques Vabre? Est-ce que physiquement, on a un programme avant pour essayer d'être le plus fit possible? Comment? Ouais, il faut déjà sur un multicoque, c'est un bateau qui est relativement physique, parce que les voiles commencent à être assez lourds sur un 50 pieds. Rien que de tenir sur le bateau en équilibre et en permanence, c'est un bateau qui va très vite. Il y a des à-coups latéralement parce que le bateau se lève. Il y a aussi des à-coups longitudinales parce que le bateau des fois s'arrête dans les vagues. Donc il faut vraiment avoir une bonne proprioception pour bien tenir debout, sinon on passe son temps à se casser la figure dessus. Donc ça demande un tout petit peu de préparation physique spécifique. Et puis après, évidemment, pour tourner les colonnes de winch, etc., il faut avoir un peu la patate. Donc, moi particulièrement, je fais pas de préparation spécififique. Mais j'imagine très sportif de toute façon tout au long de l'année. Mais en l'occurrence, voilà, je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de mille-foil, enfin voilà, donc je passe tout le temps mon temps quand je travaille pas à faire du sport. Mais je fais pas de muscu, je passe pas du temps en salle. Mais rien que cette pratique intensive de sport outdoor, là, ça me permet de ça aide déjà. Voilà, après on n'est pas sur des sports non plus, c'est des pratiques sportives qui demandent un cardio énorme.
On a des pics d'intensité, mais on n'est pas non plus en train de faire des trails de 150 km ou des 1000 mètres, des sprints qui demandent des capacités cardio qui sont énormes. En voile, c'est plus de la résistance sur le long terme. Et puis être capable d'être suffisamment gainé pour quand on tombe dans le bateau, de pas se faire mal ou des choses comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a une préparation mentale? Ouais, c'est plus dans la tête que ça se passe pour le coup. Ouais. Où c'est dur quoi. Hein, concrètement, voilà, c'est 10 jours. Enfin là, en l'occurrence, on a mis un peu plus. On a mis 16 jours, je crois, 16 ou 17 jours. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les périodes de repos sont quand même très limitées. Hein, c'est des plages d'une heure et demie. Quand on arrive à dormir, parce que ça fait tellement de bruit dans le bateau que des fois c'est difficile de trouver le sommeil. Et puis c'est vrai que la vitesse du bateau en permanence et puis les mouvements, les à-coups, etc. rendent l'exercice assez physique et technique. Donc c'est vrai que là mentalement, le mieux pour s'y préparer, c'est quand même de naviguer beaucoup en amont. D'accord. Vraiment bien encaisser et avoir l'habitude voilà des mouvements du bateau, etc. Donc on commence à trouver en tout cas ces marques sur le bateau en naviguant beaucoup. Et après en préparation mentale, c'est ça, c'est vraiment d'avoir la capacité en amont de bien se préparer mentalement pour se dire voilà on va en baver. ça va pas qu'une promenade. Et puis aussi d'accepter d'être trempé un peu tout le temps, des conditions qui sont quand même pour le corps qui sont quand même pas super quoi. Pour avoir fait quelques régates offshore, j'ai trouvé les moments les plus stressants. Alors moi c'était que sur les monocoques, mais les moments les plus stressants c'était la pétole. Donc là, comme tu me dis, au large de la Bretagne, vous étiez collés. C'était comment ça s'est passé là? C'est vrai que quand on prend le départ d'une Jaguar en début novembre, puisque le départ c'est le 7, on se dit on va forcément se prendre un coup de vent ou 3-4 jours compliqués avant d'arriver un peu plus dans le sud. Non, là en l'occurrence c'était complètement l'inverse, c'est-à-dire que dès la première nuit, vers minuit, 1h du matin, quand on est arrivé dans le chenal du Four, on s'est complètement fait empétoler pendant plus de 12 heures. C'est horrible ça. À se faire refouler par le courant en fait. Pendant des heures, on n'arrivait pas à passer le courant. Et donc c'est vrai que là, alors c'est stressant, en effet c'est très stressant parce qu'on n'avance pas et la moindre risée que peuvent prendre les autres, ça peut faire des écarts déjà énormes en fait. Donc en fait c'est des situations en effet qui sont assez stressantes à vivre parce qu'on se dit il faut vraiment pas qu'on rate le coup, c'est ça. Parce que ça peut faire des écarts énormes d'entrée de jeu. Ce qui s'est un peu d'ailleurs passé, hein, parce qu'on a réussi nous à partir dans un troupeau de 3 là où tout de suite on a généré des écarts qui étaient assez substantiels. Et donc voilà. Puis c'est un peu rageant aussi de se dire qu'au bout de 12 heures on est encore au même endroit alors qu'on part pour 15 jours de mer. On se dit wow, ça va être long. Et du coup on s'arrête. Enfin, on est tout le temps au taquet là. Pendant 12 heures, on essaie de faire avancer le bateau tout le temps. Au moment donné, on se dit bon là, il faut que ça sert à rien de s'épuiser, faut qu'on. Non. En fait, le moindre petit souffle ou le moindre, voilà, on essaie de vraiment régler les voiles pour même avancer à un nœud. En fait, c'est important parce que un nœud sur une heure, c'est 1000. Donc, si on peut coller une 1000 aux autres, c'est primordial. Donc, en fait, souvent le vent, en fait, dans la situation où on était, le vent, il revenait pas vers nous. Il fallait aller le chercher. Donc en fait, il fallait bien comprendre que si nous on se déplaçait pas, le vent il allait pas venir sur nous naturellement. Donc il fallait se décaler dans le sud pour aller rechercher du vent à nouveau. Et tout le chemin qu'on faisait dans le sud nous permettait d'aller chercher ce nouveau vent. Donc en fait, il fallait vraiment se battre pour gagner dans le sud, heure par heure. C'est ce qui nous permettait d'aller chercher le nouveau vent. Que des fois les situations sont un peu différentes, le vent revient vers nous parce que c'est un système de dépression qui avance vers nous, etc. Donc là, ça sert pas à grand chose de battre parce qu'on sait qu'on va tous toucher le vent en même temps. Alors que là, c'était un peu différent. Il fallait aller chercher un nouveau régime et pour aller chercher ce nouveau régime, il fallait gagner dans le sud, dans un vent qui était très très mou. Donc c'était important de se battre. Ah, ok.
Intéressant. Et alors, en regardant la course des Ocean 50, là, je me suis demandé, est-ce que ça s'est pas, pour vous en tout cas, joué au large du Brésil, parce que vous étiez vraiment dans le trio de tête là. C'était d'ailleurs impressionnant de voir si peu d'écart entre les concurrents. Ouais, c'était très disputé jusqu'à l'approche des côtes brésiliennes là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé du coup là? Alors, en fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un petit pépin de voile. Malheureusement, les coordonnées sont souvent les plus mal chaussées. Et donc, en fait, on a perdu notre grande Genneker au large du Quai de Vert. Donc, avant de passer le poteau noir. Alors, ça s'est pas trop vu entre le poteau noir et le Brésil parce que on était sur des allures où on n'avait pas trop besoin de cette voile-là. Mais en revanche, les 2000 derniers milles qui nous restaient jusqu'à la Martinique, entre le Brésil et la Martinique, c'était que du vent arrière en fait, qui nécessitait d'avoir cette grande voile dont on avait pu la capacité de se servir. Et donc on a fini la course nous avec notre petite Genneker qui avait une surface nettement inférieure au grand, et ce qui fait qu'on s'est fait distancer par le groupe dans lequel on était, et on s'est même fait rattraper par ceux qui étaient derrière, mais en tout cas on n'avait plus les moyens de jouer avec les autres. Ouais, alors que les petits doudous, là, ça a été un final de malade. Ouais, on s'est battu quand même avec ce qu'on avait comme capacité. Et c'est un peu notre fierté, c'est d'avoir réussi à battre bravo. Les petits doudous avec une petite voile, d'avoir réussi à conserver malgré tout notre 4e place. C'est pas vraiment ce qu'on était venu chercher, mais en tout cas, on finit une passe qui est quand même très honorable dans une place de multi qui était très disputée, où franchement avant le départ le dernier aurait pu être le premier aurait pu être le dernier. Franchement, c'était très très ouvert. C'est vrai que les écarts étaient quand même pas si énormes, hein. Non. Pour une course de cette distance-là, de voir les écarts, c'était quand même impressionnant. Non, c'est une classe qui est très homogène, avec des bateaux en termes de performance qui sont très très proches. Et puis des équipages qui étaient bien préparés, bien rodés, donc ça fait des niveaux très homogènes et très peu de différence entre les équipages, ce qui rend la course intéressante. Et du coup, sur la fin là, c'était quoi? Vous les marquiez là, ou comment vous saviez que vous deviez faire cette trace là pour y arriver, ou est-ce que vous étiez tout le temps en train de surveiller? Non, en fait, comme on n'avait pas la même voile qu'eux, en fait, on se disait, nous, le but, c'est vraiment de gagner par rapport à l'arrivée. Donc on faisait vraiment notre stratégie sans se soucier d'eux, parce qu'en fait, comme on n'avait pas non plus la même capacité à aller aussi vite qu'eux, il fallait qu'on fasse un peu notre match. Donc on a fait notre stratégie et on s'est pas forcément préoccupé d'eux. Donc voilà, et c'est ce qui fait d'ailleurs que la dernière nuit, on a réussi à repasser devant. Parce qu'on a décidé, nous, de faire une option un peu différente de eux. Et ce qui fait qu'on a réussi à prendre un tout petit avantage avant la ligne d'arrivée. Ça doit être énorme. Malgré ça, on a quand même fini au diamant, parce qu'il y avait ce rocher du diamant à contourner avant l'arrivée, là. On a croisé devant eux à même pas 0,5 000, quoi. C'est incroyable, ça. Et du coup, les Ocean 50, le rating est le même. Il n'y a pas de différence de rating entre les Ocean 50 eux-mêmes. Non, c'est des bateaux d'une classe avec une vraie jauge. Donc c'est pas une monotypie, mais c'est une vraie jauge dans laquelle le bateau doit rentrer dans une longueur de 50 pieds, également pour la largeur, avec une hauteur de mât qui est très 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 spécifique, en fait, qui est limitée. Donc tout le monde a les mêmes. Et donc du coup tout le monde a à peu près les mêmes plans de voilure aussi en termes de surface. Et aussi la spécificité des bateaux, c'est qu'ils ont un poids de jauge minimum, donc tous les bateaux sont au minimum de ce poids-là. Quand on retrouve tous ces paramètres-là, on se retrouve avec des bateaux en termes de performance qui sont finalement très très proches, quoi. Très proches, d'accord. Ok. Bon, ce qui explique aussi un tel regroupement. Exactement, tout à fait. Alors que dans d'autres séries comme les 60 pieds Open, etc., on se rend compte qu'aujourd'hui la jauge est vachement plus ouverte, déjà en termes de poids, en termes de capacité à travailler sur les appendices aussi. On voit bien qu'aujourd'hui il y a des bateaux à dérive, des bateaux à foil, et là ce qui génère des niveaux de performance qui sont complètement disparates, ce qui rend du coup un peu la course évidemment moins intéressante. D'accord. Et du coup, pour en terminer sur la Jacques Fabre, vous êtes content de la course? Vous n'auriez pas fait de choix stratégique différent si vous deviez la refaire, ou?
Non. En termes de stratégie, en termes de préparation, de vitesse, etc., on était vraiment dans le coup. Ce qui nous a vraiment desservi, c'est cette casse matérielle sur le Gennaker. C'est pareil, hein, quand on fabrique une voile comme ça, on a toujours cette contrainte de poids où on va toujours essayer de faire le plus léger possible par rapport à ce qu'on pourrait. Et là, en l'occurrence, on a mal calculé les efforts qu'il pouvait avoir sur cette voile-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a gardé cette même voile quasiment du départ jusqu'à au moment où on l'a cassé. Donc, on était déjà après le Cap Vert. On était déjà à quasiment 8 jours de course. Donc ce Genac-là, il est resté en l'air du départ jusqu'à ce moment qu'on l'a cassé. Donc en fait, il a subi des vraies contraintes pendant 8 jours. Hein. Voilà. Donc il a pas cassé comme ça du jour au lendemain. Mais c'est sûr que là, il aurait fallu la dimensionner pour être un tout petit peu plus costaud et résister un peu plus dans le temps. Donc dans 2 ans, alors c'est bon. Disons qu'on va apprendre de nos erreurs. Ouais. Donc, la prochaine, elle sera un peu plus lourde, mais plus costaud aussi. Ouais. Donc là, l'objectif, c'est d'accompagner Thibaut dans la préparation de la route du Rhum, parce qu'il va participer à la route du Rhum. Et donc nous, on va vraiment essayer de l'accompagner sur en tout cas l'aspect voile pour que le bateau soit performant. D'accord. Ok. Et ta prochaine course à toi, c'est quoi du coup? Moi, j'ai pas pour l'instant de gros programmes, en tout cas cette saison. Je suis pas mal sollicité déjà pour aller naviguer sur des classes 40, parce qu'en fait la voilerie équipe pas mal de bateaux qui sont assez performants, et donc je suis assez sollicité notamment pour faire la Normandie Channel Race là en classe 40, qui est une course d'avant-saison qui se court en double. Donc là, je vais certainement épauler un de nos bons clients sur un bateau performant. Et puis, et donc on pas mal sollicité en ce début de saison en tout cas sur cette série-là. En fait, on est dans l'année de la route du Rhum, donc en fait, il y a beaucoup de projets qu'on accompagne. Donc c'est vrai que moi, les clients, ils viennent aussi me voir pour mes capacités à les accompagner sur des régates, etc. Donc voilà, pas mal de classes 40 certainement en début de saison. Et puis j'aimerais bien, pourquoi pas, revenir sur la solitaire du Figaro cette année. D'accord. Voilà, donc je commence à rechercher un petit budget mais voilà, pour l'instant il n'y a rien engagé, donc. D'accord. Donc un Figaro 3 là avec les foils bizarres. Ouais, en fait moi c'est une série que j'aime bien parce que c'est de la monotypie, donc j'aime bien cet aspect monotypie où le bateau en tout cas, on a tous le même et c'est vraiment le marin qui fait la différence. Et puis cette fameuse solitaire du Figaro, qui est une course, que j'affectionne particulièrement. C'est sympa d'y revenir régulièrement. Et c'est aussi pas mal de revenir régulièrement se confronter sur cette série-là parce qu'il y a vraiment un très haut niveau. Et ça permet de refaire un peu ses gammes à chaque fois et de garder le niveau. Ce qui donne de la crédibilité aussi dans notre approche, nous de voiliers. De garder un haut niveau de performance. Aujourd'hui, les gens viennent nous voir aussi pour ça, c'est qu'ils savent qu'ils vont être bien conseillés. Quoi. Et alors, le Vendée Globe, non? Jamais? Le Vendée Globe, j'ai beau avoir fait du solo, etc. Je pense que partir 2 mois sur un bateau, c'est pas mon truc. Non? Ok. Non. Je suis pas un grand téméraire sur une course comme ça. D'accord. J'aime bien la régate un peu au contact. C'est ce que j'ai toujours un peu affectionné. Donc, le fait de partir longtemps sur un bateau, autour du monde comme ça, je dis pas que je le ferai pas un jour en étant un peu plus vieux, juste pour l'aventure, pas pour le côté sportif, mais juste pour l'aventure. Mais déjà aujourd'hui, je suis pas mal occupé par l'activité professionnelle qui me permet pas en tout cas de me projeter sur des projets qui sont lourds comme ça. Et puis d'un point de vue personnel, pour l'instant, c'est pas la course qui me fait la plus rêver. Je préfère encore tant que j'ai les capacités physiques de le faire une solitaire du Figaro. Je trouve que ça castagne plus, il y a plus de contact, ça dure moins longtemps, mais c'est plus mon format aujourd'hui. Ouais. D'accord. Ok. Alors
quelle est ta plus grande fierté et quelle est ta plus grande frustration dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Ben, je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à passer de la planche à voile au bateau. Parce qu'il y en a peu D'accord. en fait, qui ont réussi cette passerelle-là. Souvent, les vigiplanchistes, ils sont un peu dans une case, un peu à part, et toujours voilà, mis de côté par le milieu de la voile. Non, ça c'est une belle fierté d'avoir réussi à Donc percer c'est dans. pas un résultat de course en particulier, c'est vraiment cette Ouais, transition. c'est pas D'accord. mal. Et puis non, au-delà de ça, je pense que si en tout cas le meilleur souvenir, ou en tout cas la fierté qui revient, c'est notamment la solitaire du Figaro 2007, là où j'arrive à gagner quasiment 3 étapes sur 4. Mmh. Et la plus grande déception, bah justement, c'est de pas avoir remporté le général. Où en fait c'est Michel Desjoyaux qui arrive à remporter le général en gagnant Un qu'une étape. client sérieux malgré tout. Ouais. Mais du coup, ça reste quand Ouais, même ma grande j'imagine. déception. C'est la fierté, c'est d'avoir gagné, bah, justement, d'avoir eu la sensation de dominer un petit peu l'épreuve. Mmh. Mais la grosse déception, c'est de pas avoir remporté le général, qui manque vachement à mon palmarès, en fait. Et c'est pour Et, ça là, il y a quand même cette petite idée dans la tête là qui trotte que faut que tu la gagnes. c'est compliqué parce que je suis plus tout jeune, déjà, d'une part. Ouais, c'est ça. Il y a J'ai moins de temps pour me préparer Mmh. par rapport à avant, donc ça c'est un peu complexe. Et bon, on voit bien qu'il y a 2 ans, quand je suis revenu sans entraînement, sans préparation spécifique, où je me suis vraiment Deuxième. décidé au dernier moment d'y participer, je refais un très bon score, L'expérience probablement joue ouais, aussi, hein. l'expérience, ouais, Le carrément. mental. Ouais. Ouais, complètement. Mmh. Oui, de toute façon, c'est sûr que si je retourne sur la course cet été, c'est pas pour faire de la figuration. Enfin, c'est pas trop mon style. Donc, il y a toujours, ouais, cette petite idée de se dire, Pourquoi pas? voilà, cette victoire au général, voilà, que j'ai jamais réussi à aller chercher. Dire, bah, pourquoi pas? On sait jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Tout est possible. D'accord. Je voulais, j'ai encore 2 dernières questions. Parce que la course au large, ça demande des moyens. Ça demande beaucoup de budget, etc. Comment ça se passe au niveau des sponsors? C'est compliqué, ça demande un gros travail d'aller les chercher. Comment t'as fait de ton côté pour ça? Alors moi, je suis vraiment le mauvais exemple, parce que j'ai jamais été très D'accord. bon justement pour trouver des partenaires. Mmh. Euh, C'est eux qui sont venus à toi? ouais, souvent, ouais, c'était Mmh. un concours de circonstances lié à des connaissances ou des liens, voilà, par des amis. Mais Donc d'aller le chercher réseau, on peut dire que le le, réseau est important du le coup? réseau, bah, le Mmh. réseau, c'est vraiment le premier lien pour aller Mmh. chercher un partenaire en vrai. Mmh. Après, c'est vrai que d'aller chercher un partenaire pur comme ça, de démarcher une boîte, il faut vraiment avoir un gros pourcentage de réussite pour y arriver. En fait, c'est relativement compliqué. Parce que Donc, les montants sont quand même énormes, hein. ouais, les montants Mmh. sont assez monstrueux, Mmh. mais on s'aperçoit aujourd'hui que bah, la voile, concrètement, beaucoup de boîtes commencent à vraiment s'y intéresser. Elle assure un très bon rapport retour sur investissement. En Mmh. tout cas, sur des courses comme le Vendée Globe, etc., tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon ratio investissement retour communication. D'accord. Donc on voit en effet que la voile en ce moment, elle a vraiment le vent en poupe vis-à-vis des partenaires. Où on voit que de plus en plus les plateaux sont étoffés. On voit, oui, de plus en plus d'inscrits au Vendée Globe, Transat, etc. C'est effectivement. Exactement, là on va voir sur une route du Rhum, notamment les 40 pieds, où il va y avoir vraiment une classe à guichet fermé, ce qui s'est jamais vu. Là, pour le prochain Vendée Globe, on est déjà sur une liste d'attente de Ouais. participants, ce qui est incroyable. Donc on voit bien que la voile aujourd'hui, elle attire des partenaires parce que c'est une belle image. Ça reste encore un sport qui est pur, qui est propre, qui demande vraiment un vrai engagement humain. Et c'est ce que viennent aussi chercher comme qualité et comme repère beaucoup d'entreprises. D'accord. Donc l'engagement,
La propreté, ouais, donc il y a une certaine image. Et puis ce côté où on peut pas se mentir, quoi. Une fois qu'on y est, on y est. D'accord. Et c'est compliqué de compter sur les autres. Ouais. Donc si des auditeurs cherchent des sponsors, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Exactement. Il faut argumenter. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que le réseau est primordial également, puisque c'est la personne qui va s'engager sur un budget important va vouloir quand même connaître la personne. C'est important. Soit on a un palmarès comme le tien, et là, je pense que ça aide beaucoup. Oui. Soit si on débute, il faut créer une relation avec le sponsor qui est probablement. Ou savoir aussi convaincre par justement par une vraie aventure, à la fois sportive mais surtout humaine. Humaine. Et ça, c'est des liens qui sont en fait qui sont très très sympas à partager dans une entreprise. Ce côté humain voilà, traverser l'Atlantique, on a un peu banalisé la chose, mais ça reste un exploit, quoi, de le faire. L'aventure, en solitaire ou même en double. Donc ça reste de l'aventure et ça reste un exploit humain. Donc même si aujourd'hui c'est banal parce qu'il y a plein de courses, c'est pas du tout comme dans les années 80 où traverser l'Atlantique c'était vraiment on partait vraiment pour quelque chose de presque l'inconnu encore. Mais ça reste encore quand même quelque chose de fort. Donc de le faire partager humainement dans ça demande de vraies valeurs humaines, quoi. Donc ça, ces valeurs-là, elles sont importantes à faire partager dans une entreprise. Mais voilà, ça catalyse aujourd'hui dans une entreprise, un projet comme ça peut catalyser une équipe, quoi. Ok. Et dernière question, donc ça sera sur les conseils. J'aime bien demander à mes invités quels conseils ils donneraient. Alors conseils à faire et à ne pas faire pour celui, dans tout cas, qui voudrait se lancer dans la course au large aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Déjà, je pense que il faut garder cet esprit de passion. Il faut qu'elle soit absolument dominante si on veut y arriver, parce que sans passion, en fait, on va jamais très très loin. Si on le fait vraiment pour se dire il faut être passionné et puis prendre vraiment du plaisir. Ce côté plaisir est primordial. Sans plaisir, c'est pareil. On a du mal à se transcender. Donc ça, c'est vraiment le côté très important de la chose, plaisir et puis passion. C'est primordial quand on fait du bateau, qu'on prend pas beaucoup de plaisir, ça sert à rien de persévérer, parce que c'est de toute façon très très dur. Donc cette notion de plaisir a toujours tendance à être amoindrie par l'aspect un peu difficile de la chose. Et après, il faut de l'abnégation, parce que ça tombe pas du ciel. Beaucoup de travail, de recherche de partenaires. Et une fois qu'on a le partenaire, il faut de la rigueur pour bien préparer son projet, faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire pas brûler les étapes. Donc ça, c'est important. Donc la classe minier, pour ça, elle a une vraie valeur de pouvoir former en tout cas les marins de demain. Se dire qu'on va passer d'abord aux classes 40 avant de passer par la classe mini ou la classe Figaro, franchement, c'est un peu brûler les étapes. Donc mais on peut y arriver, c'est pas non plus perdu, mais il faut une base, quoi. Donc voilà, donc de l'abnégation, du travail, de la rigueur, ça c'est vachement important. Et puis surtout du plaisir, parce que en fait, sans plaisir, on n'arrive pas à s'arracher suffisamment pour aller chercher tout ça, en fait. Ouais. Le plaisir, c'est quelque chose qui est valable pour tout, mais pour tous les métiers, etc. Mais effectivement, c'est d'autant plus vrai pour la voile, je pense. Effectivement. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ok. Bon. Écoute, Fred, un immense merci. De rien. C'était très riche. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent
et à très bientôt.